Mes oncles ont tué mon père. Ma mère est morte dans des circonstances mystérieuses. Et ils m'ont chassé de ma propre maison. Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang et va changer votre vision de la famille. Oh, je m'appelle Nathan. Et avant que ma vie ne bascule, j'étais l'enfant que beaucoup auraient envié, fils unique d'un homme puissant et respecté. J'ai grandi dans un monde de luxe et de confort. Mon père, Richard Diallo, était un homme d'affaires redoutable, admiré autant qu'il était craint. Ma mère, Awa, était une femme douce et élégante, qui illuminait chaque pièce par sa simple présence. Ensemble, ils formaient un couple solide, uni par l'amour et la réussite. Notre maison, un immense domaine entouré de jardins luxuriants, était un véritable palais. J'avais tout ce dont un enfant pouvait rêver. Des voyages aux 4 coins du monde, des vêtements de marque, les meilleurs professeurs. Mais plus que tout, j'avais une famille qui semblait inébranlable. Et pourtant, derrière cette façade de bonheur, une ombre grandissait. Les frères de mon père, mes oncles, faisaient souvent partie de nos réunions de famille. Contrairement à lui, il n'avait pas réussi dans les affaires. Il vivait modestement et dépendait en grande partie de son aide. Mais mon père n'était pas dupe. Il savait que leur affection n'était qu'une façade. Un homme pauvre peut être digne. Mais la jalousie d'un homme qui refuse de se battre est un poison, m'avait-il dit un jour. Je ne comprenais pas alors la profondeur de ses paroles. J'étais jeune, naïf. Mes oncles me souriaient toujours, m'offraient des cadeaux lors des fêtes, me racontèrent des histoires sur mon père lorsqu'il était enfant. Mais je voyais parfois leurs regards lorsqu'ils pensaient que personne ne les observait, pleins d'envie, de rancœur et de quelque chose de plus sombre encore. Un jour, alors que nous nous promenions dans le jardin, mon père s'arrêta et posa une main ferme sur mon épaule. « Nathan, écoute-moi bien. » Son ton était grave, plus sérieux que d'habitude. « Il viendra un jour où tu devras choisir entre ce que tu ressens et ce que les autres veulent que tu crois. Dans ces moments-là, fais toujours confiance à ton instinct, même contre ta famille. » J'avais hoché la tête sans comprendre pourquoi il me disait cela. Aujourd'hui, ces mots résonnent en moi comme un avertissement que je n'ai pas su écouter à temps. Car mes oncles n'étaient pas simplement jaloux. Ils étaient dangereux. Et dans l'ombre, ils préparaient déjà la chute de notre famille. Je me souviens du jour où tout a basculé. Tout a commencé par un simple coup de téléphone. C'était une nuit calme et je dormais profondément dans ma chambre quand un cri a transpercé le silence. Celui de ma mère. Je me suis levé précipitamment, le cœur battant à tout rompre. En courant dans le couloir, j'ai trouvé ma mère à genoux, le téléphone à la main, les larmes inondant son visage. « Ah, ton père, il a eu un accident. » Oh, mon monde s'est figé. Mon père, mort? Les jours qui ont suivi ont été flous, une succession de visages endeuillés, de condoléances mécaniques et de regards fuyants. Mon père aurait perdu le contrôle de sa voiture en rentrant tard du bureau. Il aurait percuté un arbre à pleine vitesse. Mais quelque chose ne collait pas. J'entendais les murmures. Certains disaient que les freins avaient lâché. D'autres affirmaient que mon père conduisait prudemment et que cet accident était improbable. Un chauffeur qui travaillait pour nous depuis des années, visiblement nerveux, m'a glissé un jour à voix basse. « Votre père ?» Il ne roulait jamais vite. Il disait toujours que la prudence est la clé. Puis il a baissé les yeux, comme s'il en avait déjà trop dit. J'ai voulu comprendre. J'ai posé des questions. Mais chaque fois, on me répondait la même chose. « Ne t'inquiète pas, Nathan. C'était un accident. » Mais je savais que ce n'en était pas un. Un autre deuil encore plus cruel. Ma mère n'a jamais surmonté la perte de mon père. Elle s'est enfermée dans sa douleur, refusant de manger, de parler, de dormir. Peu à peu, elle s'effaçait sous mes yeux. Puis un matin, une domestique l'a retrouvée allongée sur le sol de sa chambre, morte. On a parlé d'un suicide. Trop de chagrin, disait-il. Mais je refusais d'y croire. Ma mère était brisée, oui, mais elle ne nous aurait pas abandonnés ainsi. J'ai entendu les domestiques murmurer entre eux. Ils disaient que depuis la mort de mon père, ma mère tombait malade sans raison. Que parfois, elle vomissait après avoir bu son thé. Que les oncles venaient souvent la voir. Et qu'après leur visite, elle semblait plus affaiblie. Ils lui ont fait quelque chose, murmurait une des femmes de ménage. Je le sens. Mais personne n'osait parler à voix haute. Après la mort de ma mère, mes oncles se sont imposés comme mes protecteurs. Ils ont pris en main les affaires de mon père, soi-disant pour veiller sur moi. Mais très vite, j'ai compris qu'ils n'avaient aucune intention de me laisser quoi que ce soit. Les avocats de la famille ont changé du jour au lendemain. Mes oncles ont présenté des documents qui prouvaient que mon père leur avait confié la gestion de la fortune, que ma mère leur avait donné une procuration avant de mourir. Tout semblait légal, mais c'était faux. Quand j'ai tenté de protester, ils ont ricané. « Tu es trop jeune, Nathan », m'a dit mon oncle Malik en me tapotant la tête comme un enfant. «
Tu ne peux pas gérer un empire. Fais-nous confiance, on s'occupe de tout. S'occuper de tout. Cela signifiait vendre les propriétés, licencier le personnel loyal à mon père, vider les comptes bancaires. Nous allons t'envoyer en internat, a décrété mon oncle Karim, pour ton bien. Mais je savais qu'il voulait juste m'éloigner pour pouvoir tout prendre. Mais que pouvait faire un adolescent de 16 ans contre des hommes puissants? La nuit où ils m'ont chassé restera gravée en moi à jamais. Il pleuvait ce soir-là. J'étais dans ma chambre, essayant de comprendre comment récupérer ce qui m'appartenait, quand la porte s'est ouverte brutalement. 2 hommes que je ne connaissais pas, des brutes au visage dur, sont entrés sans un mot. « Prends tes affaires. » J'ai regardé autour de moi, paniqué. « Quoi? Pourquoi ?» Mon oncle Malik est apparu derrière eux, un sourire froid aux lèvres. « C'est fini, Nathan. Tu n'as plus rien ici. » Je n'ai même pas eu le temps de protester. Les hommes ont attrapé un sac, y ont jeté quelques vêtements et m'ont tiré hors de ma chambre. J'ai crié, supplié. J'ai cherché du regard les domestiques, mais tous baissaient la tête. Personne ne bougeait. Ils m'ont traîné dehors sous la pluie battante. « Où vais-je aller ?» ai-je demandé, tremblant. « Ce n'est plus notre problème, » a répondu mon oncle Karim. Puis, ils ont refermé le portail derrière moi. J'étais seul, 16 ans, sans famille, sans argent, sans maison. Je n'étais plus que Nathan, l'orphelin jeté à la rue. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je dormirais dehors, le ventre vide, tremblant de froid sous un porche crasseux. Et pourtant, c'était ma nouvelle réalité. Après mon expulsion, j'ai erré dans la ville sans savoir où aller. J'avais toujours vécu dans le confort, entouré de domestiques, habitué aux repas copieux et aux vêtements chauds. Mais cette nuit-là, sous une pluie glaciale, j'ai compris que tout ça n'existait plus pour moi. Je me suis dirigé vers les quartiers animés, espérant trouver quelqu'un pour m'aider. Mais partout où j'allais, on m'ignorait. J'ai frappé à la porte d'un ancien employé de mon père, un homme qui travaillait pour nous depuis des années. Il a ouvert, m'a regardé avec pitié, puis a refermé la porte sans un mot. J'ai tenté d'expliquer ma situation à un policier dans la rue. Il m'a écouté distraitement avant de hausser les épaules. « Si tu n'as pas de famille pour t'aider, je ne peux rien pour toi. » J'étais seul. J'ai fini par m'asseoir contre un mur, épuisé, la faim tordant mon ventre. C'est là que je l'ai vu. Un garçon plus jeune que moi qui fouillait dans une poubelle. Il avait peut-être 10 ou 11 ans, un short troué, un t-shirt bien trop grand et un regard dur, celui de quelqu'un qui avait trop vécu. Il m'a observé un instant avant de s'approcher. « T'es nouveau, hein ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. « Je m'appelle Amadou », a-t-il ajouté. « Nathan », ai-je fini par murmurer. Il a souri, puis m'a tendu un morceau de pain à moitié mangé. « T'as faim, non ?» J'ai hésité, puis j'ai pris le pain et l'ai avalé en quelques bouchées. C'était rassis, mais c'était la meilleure chose que j'avais mangée depuis mon expulsion. Amadou m'a expliqué qu'il vivait dans la rue depuis 3 ans. Il connaissait tous les recoins où dormir sans trop de danger, les endroits où trouver de la nourriture et les gens à éviter. « Ici, soit t'apprends vite, soit tu crèves », m'a-t-il dit simplement. Il m'a emmené sous un vieux pont où d'autres enfants comme lui dormaient. La plupart étaient orphelins, abandonnés ou en fuite. Personne ne se faisait confiance, mais au moins on était à l'abri du vent. Avec Amadou, on a formé une sorte de duo. Il m'a appris comment mendier efficacement, comment fouiller dans les marchés sans se faire attraper, et surtout comment éviter les gangs qui rôdaient. Mais éviter les gangs n'était pas si simple. Les rues avaient leurs propres règles. Les gangs contrôlaient tout, la mendicité, les petits boulots, même les ordures des marchés. Si tu voulais manger, il fallait leur donner une part. Un jour, alors qu'Amadou et moi étions en train de chercher des restes derrière un restaurant, 3 hommes sont apparus. « Vous pensez pouvoir prendre notre bouffe sans payer ?» a lancé l'un d'eux. Ils étaient grands, musclés, avec des cicatrices sur le visage. Amadou a essayé de parler, mais l'un d'eux l'a giflé si fort qu'il est tombé par terre. « Vous voulez manger ? Vous allez bosser pour nous. » Ils nous ont emmenés de force dans un entrepôt abandonné, où d'autres enfants étaient rassemblés. Certains avaient mon âge, d'autres étaient plus jeunes. Notre travail consistait à livrer des paquets dans toute la ville, sans poser de questions. « Si vous nous dénoncez, vous êtes morts », nous ont-ils prévenus. Les premiers jours, j'étais terrorisé. Je livrais des enveloppes et des sacs sans savoir ce qu'ils contenaient. Mais très vite, j'ai compris. Drogue, armes, argent sale. Je voulais fuir, mais où aller ? Amadou essayait de me rassurer. « On va trouver un moyen de s'en sortir », disait-il. Mais il n'y a pas eu de seconde chance pour lui. Un soir, alors que nous revenions d'une livraison, nous avons surpris une dispute entre 2 chefs de gang. Les voix étaient fortes, pleines de colère. Puis un coup de feu a retenti. Je me suis figé. J'ai senti Amadou tirer sur ma manche. « Viens, on doit partir. » Mais avant que nous ne puissions bouger, un homme s'est retourné et a crié. « Témoin !» Un autre coup de feu a claqué.
J'ai senti Amadou tomber à mes pieds. J'ai voulu le secouer, l'appeler. Mais son regard était vide. Il ne respirait plus. J'ai couru sans réfléchir, les larmes brouillant ma vision. Je courais comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Après la mort d'Amadou, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus d'espoir non plus. Je voulais juste m'en sortir coûte que coûte. Alors j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pour survivre. J'ai volé, j'ai menti, j'ai accepté des tâches plus risquées pour les gangs, des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Si je devais devenir un monstre pour sortir de cet enfer, alors qu'il en soit ainsi.